là je suis pas bien. Donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien. Là je suis ta gueule. Hello! Première vidéo de 2021 en février. C'est pas sérieux, putain c'est pas sérieux. On est tous d'accord pour dire qu'on est actuellement dans une période de merde, hein, faut le dire. On a besoin de se divertir, de changer les idées, d'avoir un peu de douceur, des choses qui nous font du bien. Mais bon, là, bah, on fait un peu comme on peut. Du coup, je vous propose aujourd'hui de parler d'un film qui fait du bien, qui remet du baume au cœur. Avec de belles images, une belle histoire, une super musique. Il s'agit de Traumfabrik, ou Dreamland. Ouais, c'est un film allemand. Ça va pas, non? Vous deviez vous tenir là pour la lumière, mon Dieu! Faites sortir cet idiot! Je ne veux plus jamais vous voir. Ne vous avisez pas de remettre un pied sur cette propriété. Allez, viens! Berlin est en plein état d'urgence. Ils ont fermé la frontière Est-Ouest. Je dois vraiment aller. Je vous ai dit de reculer, n'approchez pas où je tire! Elle doit déjà être dans un avion. Elle est partie. J'ai trouvé le moyen rêvé de revoir Milou sans tarder. Tu veux faire un film? Ouais. Quel genre de film ce serait? Un tout petit film, ce sera facile. Un projet de prestige du socialisme. Tu sais que tu risques d'aller en prison si jamais quelqu'un découvre ta supercherie. Tu n'as rien à lui offrir dans ce pays fortifié! Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Action! Ce film a été réalisé par Martin Schreier et il est sorti en 2019. Ça se passe en Allemagne, c'est pendant la guerre froide, juste avant la construction du mur de Berlin. Donc toute l'histoire se déroule au sein des studios de cinéma Babelsberg. Il y a un jeune homme, Emile, qui débarque là, on ne sait pas trop pourquoi, il cherche un boulot et il y a son frère Alex qui bosse là-bas en tant qu'accessoiriste et il se dit oh bah il va bien me trouver un petit boulot, mais il est nul dans tout ce qu'on lui confie en fait, même s'occuper d'oies. Ça finit en catastrophe. Donc on sent que c'est pas trop son milieu, il est pas trop bien là, on sait pas trop ce qu'il fait. Et bon, alors il finit finalement figurant pour la scène d'un film. Et là, il rencontre une jeune danseuse qui rêve d'être une danseuse reconnue en fait. Mais pour l'instant, c'est la doublure d'une actrice française très connue, très star. Et donc elle la double dans les scènes de danse et c'est aussi un peu son assistante. Et donc tous les deux, quelle surprise, ils tombent amoureux. Sauf que avec toutes les catastrophes que provoque Emile, bon bah le directeur il le vire de ses studios. Mais Emile, il en fait un peu qu'à sa tête et surtout il est amoureux. Donc il a prévu de revoir Milou, donc la jeune danseuse. Donc tous les deux doivent se revoir le lendemain, avant que Milou reparte en France avec l'actrice, puisque le tournage est terminé. Sauf que le lendemain, ça y est, la construction du mur est démarrée et donc on lui interdit l'accès au studio qui est de l'autre côté. Donc les deux amoureux sont séparés. Et du coup les studios Babelsberg ils sont quasiment déserts et Emile lui il est toujours là. Et bah il s'est fait par erreur passer pour un producteur comme ça, sauf que ça va avoir une grosse conséquence. La seule solution qu'il trouve pour faire revenir Milou au studio, c'est de réaliser son propre film. Mais bien sûr! Putain, il est fort ce con. Et comme il a déjà commencé à se faire passer pour un producteur par erreur, et ben allons-y carrément. Il commence à écrire le scénario, à faire sa petite équipe autour de lui qui l'encourage, qui sont vraiment des passionnés, même des personnes qui à la base, par exemple, j'ai n'importe quoi, un ingénieur du son, à la base il fait pas du tout ça, mais il a toujours voulu s'essayer à ça. Et ben Emile lui dit bon bah voilà c'est l'occasion, j'ai besoin d'un ingénieur du son, t'as toujours voulu faire ça, bah vas-y go. Et c'est comme ça qu'il fait sa petite équipe. Et donc il écrit ce scénario. Le personnage principal c'est Cléopâtre. Et Cléopâtre, il demande à ce qu'elle soit interprétée bien sûr par l'actrice française dont les scènes de danse sont doublées par Milou. Et il a écrit une grande scène de danse qui est la scène de son film et pour lequel il a écrit son film, parce que sans cette scène de la danse il n'y aurait pas besoin de Milou. Donc ça servirait pas à grand chose au final. Donc l'actrice française revient accompagnée
de Milou bien sûr. Sauf que Milou, elle revient au bras d'un Jules qui pour le coup s'appelle Omar. Et c'est l'acteur principal du film. Omar. Obélix. Omar, il se rend compte qu'il y a un truc pas très clair qui se passe entre Milou et Émile. Il va mettre des bâtons dans les roues. La big scène de danse de Milou, il va dire à Émile, tu la coupes, moi je veux pas qu'elle la fasse parce que c'est trop sensuel, c'est trop ci, c'est trop ça, et il sent bien que cette scène est importante pour les deux. C'est un gros problème puisque c'est la raison pour laquelle le film se fait. Et on me dirait tout ça c'est bien gentil, mais le directeur il avait pas viré Émile à la base parce qu'il foutait la merde dans les studios. Le truc c'est que le directeur se retrouve contraint de garder Émile parce que des mecs du gouvernement, je sais plus trop quel est leur rôle exact, ils entendent parler de ce film, forcément très ambitieux par un jeune réalisateur tout nouveau, tout ça. Et du coup, ils vont voir le directeur et leur font mais purée, c'est un super projet parce que en fait l'histoire de Cléopâtre, ça reflète le régime de l'époque. Enfin voilà, en gros ils ont trouvé qu'il y avait un rapport. Alors que à la base pas du tout. Ça fait que Émile a le feu vert pour faire son film. Le directeur va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues forcément parce qu'il a quand même un peu la haine contre eux. Mais en fait Émile va être de plus en plus pris par la passion et par aussi ce que lui donnent les membres de son équipe en fait. Et ça va le faire vouloir donner le maximum pour faire ce film, toujours centré sur cette scène de danse. À la base tout était concentré là-dessus et finalement on va voir au fur et à mesure dans le film qu'il se prend de passion pour la réalisation et il prend ça très à cœur et il veut de plus en plus faire un truc vraiment de qualité et tout. Il n'y a plus seulement cette histoire d'amour avec Milou qui est compliqué, tendu et tout. Il y a aussi du coup cet amour qui se fait pour le milieu du cinéma. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans le film. Après je veux pas vous en dire plus parce que ça serait quand même dommage de le spoiler. Non, attendez, mais on est compte après ça. Pour la distribution, donc on a Emilia Schulle qui fait le rôle de Milou. Donc personnellement c'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai vue aussi dans la série Berlin 56 et 59, qui est bien au passage. Et Émile lui il est interprété par Denis Mogène qui je trouve fait très bien le mec un peu inconscient, qui fait son truc, qui est dans ses rêves tout le temps en fait. Il a pas trop les pieds sur terre en vrai. Et dans le rôle d'Alex, donc le frère d'Émile, on a Ken Duquesne qu'on a pu voir en 2014 dans le film Arletty, une passion coupable avec Laetitia Casta, qui est pas mal du tout aussi d'ailleurs en vrai. Je parle du film, qui parle d'une histoire d'amour qu'il y a eu entre l'actrice Arletty, donc c'est une vraie histoire, et un Allemand pendant la Seconde Guerre. Jürgen Söring, assesseur au conseil de guerre de la Luftwaffe, il est surtout le protégé de Göring. Il est ravi de te rencontrer. La France est en guerre contre les Boches. Justement, un peu d'amour, ça calmerait tout le monde. Peut-être que je suis un monstre. Je t'aimerai toujours, même après cette guerre. Pourquoi dans une guerre, faut être d'un côté ou de l'autre? De quel côté, toi? Je suis du côté de l'amour. Dans Traumfabrik, il y a une scène que personnellement j'adore dans le film. C'est quand en fait il doit tourner une grande scène, c'est le couronnement de Cléopâtre. Donc il doit y avoir plein de figurants, des soldats romains. Sauf que pour mettre les bâtons dans les roues, l'équipe du directeur ont fait boire les figurants juste la veille. Ce qui fait que quand ils arrivent sur le plateau, ils sont pas trop en forme, enfin ils ont aucune tenue en fait, ce qui est un peu dommage pour les soldats romains à un moment d'un couronnement. Et là, Émile il commence à improviser un truc et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un truc qui s'est fait en fait avec Émile dans ce monde du cinéma. Il trouve des combines, il commence à créer un tremblement de terre. C'est complètement improvisé mais ça marche super bien. Il se prend complètement au jeu et en fait là on le voit juste réalisateur en fait, vraiment réalisateur. Lui-même devient impressionnant en fait. Même la scène qu'il est en train de tourner, cette improvisation qu'il fait, ça la rend sûrement plus intéressante et plus intense encore que ce qui était prévu à la base. C'est une scène que je trouve vraiment réussie, qui va crescendo comme ça, et elle est géniale. Dans ce film, assez régulièrement, il y a des scènes qui sont très jolies, qui sont assez poétiques, et même un côté un peu magique en fait, faut le dire. Et où souvent je trouve la musique est très jolie. Il y en a une surtout. Waouh, c'est le moment, tu vois, dans le film. La musique est superbe, tu l'écoutes toute seule, sans problème.
Alors bien sûr, il est parfois question de la guerre froide, mais finalement c'est, j'ai envie de dire, c'est que la toile de fond qui ressurgit parfois, mais qui finalement est un bon prétexte pour raconter cette histoire d'amour et du monde du cinéma, et ajouter aussi de l'intensité à l'histoire. Le film, il dure 2 heures, mais alors croyez-moi, on le sent pas du tout passer. Et en vrai, quand je regarde ce film, je me lasse pas de regarder ces scènes où on voit les préparations du tournage, les coulisses, tout ça. J'adore les coulisses. En cinéma comme en théâtre. C'est trop bien. Et d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous aimez regarder les making-of des films? Parce que quand je mets un DVD, s'il y a un making-of, c'est genre passage obligé. Mais les gens autour de moi, à chaque fois, ils font quoi, making-of, franchement, on s'en fout, c'est pas intéressant. Moi, j'adore. J'aime trop voir comment c'est fait et tout, l'organisation, la technique, voilà, et je me sens un peu seule à ce niveau-là. Je sais pas vous. En fait, ce film, c'est juste un film de rêve. Et d'ailleurs, le titre allemand, il est juste parfait. La fabrique ou l'usine de rêve. C'est quand même beau. Et le cinéma, et ce film-là, c'est ça en fait. Alors peut-être que pour certains, certaines scènes sont un peu clichés ou je ne sais quoi. Mais en vrai, si ça rend le film beau et que ça touche notre sensibilité, pourquoi s'en priver? Franchement. Ce film peut paraître trop léger, voire trop naïf, mais vraiment c'est un beau film qui prend pas la tête et qui fait juste rêver, et donc au final, qui fait du bien. C'est un peu ce qui manque au cinéma ou dans toute autre forme d'art. Souvent c'est hyper dramatique, sombre, on appuie sur les problèmes sociaux, ce qui est bien aussi, il y a beaucoup de films dans ce genre là qui sont super bien. Mais il faut pas pour autant oublier cet autre type de films qui sont juste beaux et qui nous permettent de nous évader de notre quotidien qui est assez difficile comme ça. Avec ce film, on n'est pas à s'enfoncer encore plus dans les problèmes de nos vies. Au contraire, on s'évade vraiment, on prend du plaisir et on rêve. Et ce qui est tout aussi important que des dénonciations, des messages. Là, si on devait y trouver un message, ça serait laissez-nous rêver, laissez-nous nous évader. Voir la beauté des choses, ce qui est extrêmement important dans nos vies pour supporter notre quotidien. Et j'ai envie de dire, parler des choses sombres et injustes, faire prendre conscience, c'est bien, mais faut pas non plus qu'on s'empêche de se faire plaisir avec un vrai divertissement. Un exemple, quand j'étais dans une des périodes difficiles personnellement, vraiment la seule bulle d'oxygène que j'avais, c'était quand j'allais à des concerts, que je visitais des châteaux, des expos, quand j'allais au cinéma. Et l'exemple le plus flagrant, c'était quand j'étais allée voir la comédie musicale Un Américain à Paris, au Théâtre du Châtelet. C'était très à la Broadway, coloré, ça dansait, ça chantait, les claquettes, bon je vous laisse imaginer le style. Et au final, c'est ce qui avait le plus d'importance pour moi en fait, c'est ça qui me permettait d'avoir cette sensation de respirer au milieu de toute cette merde qu'on accumule dans notre vie. Quand La La Land est sorti, je suis allée le voir 3 fois au cinéma. C'est le seul film pour lequel j'ai fait ça. Et c'est un film superbe qui est coloré, ça chante, ça danse, c'est bourré de références aux films des années 40 à 60. C'était pas gagné d'avance parce que c'est quand même un style particulier et pourtant ça a eu un énorme succès. Donc au final on doit être nombreux à avoir besoin de ce genre de choses. Et si je suis allée le voir aussi souvent au cinéma, c'est justement parce que quand j'étais devant l'écran, vraiment ça me remettait du baume au cœur. Et ça me faisait me dire à chaque fois, mais je vis pour ça en fait, pour le beau au final. Et d'ailleurs dans la série Netflix Hollywood qui est sortie cette année, il y a un personnage qui exprime ça dans le premier épisode et ça m'a fait tellement de bien d'entendre ça de quelqu'un d'autre. And when I looked up at that enormous screen, I suddenly knew what life was supposed to feel like, what being alive was supposed to mean. It was like there was something somewhere out there waiting for me. That's what being alive is supposed to mean. Et puis autre parenthèse, quand au Théâtre du Châtelet le directeur c'était Jean-Luc Choplin, il a fait des super programmations où il faisait revivre des comédies musicales des années 40, 60 sur scène. Donc il y a eu Un Américain à Paris, il y a eu Chantons sous la pluie, Kiss Me Kate, j'en passe, il y en a eu tellement. Et vraiment ces années-là c'était des gros succès dans ce théâtre. Et il y a même des productions qui ont été exportées après à l'étranger, donc comme Un Américain à Paris, qui a été nominé aux Tony Awards. Après peut-être je me dis c'est pas tellement dans la culture française ce genre de choses. Et ça se trouve bien plus dans d'autres pays comme les États-Unis où il y a Broadway, des choses. En Angleterre aussi, où il y a beaucoup de théâtres qui produisent ce genre de spectacle. Et c'est vrai qu'actuellement, donc avec la situation, la crise sanitaire et tout, il y a pas mal de jeunes sur les réseaux qui expriment ce besoin d'avoir ce genre de divertissement. Tu m'étonnes.
Même juste les comédies musicales cultes là, des années 40-50 avec Gene Kelly, Fred Astaire et compagnie, mais c'est culte dans ces pays-là. Que chez nous, si t'en parles, bah on te dit que t'es démodé, t'as des goûts de vieux. Yes. Bref, ils ont leur importance. J'avais besoin d'extérioriser. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de vous plonger dans ce genre d'histoire et que ça peut vous faire du bien. Dans la prochaine vidéo qui va sortir, là, le thème va être beaucoup plus sombre. Non, en vrai, ça va être sur le thème figure d'histoire, sur un personnage très particulier, très sombre, sanglant même. Donc, à venir. Oui, j'ai trop hâte de la faire. Donc, à très vite pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Ah yes, bah on a perdu une guirlande.